Et même, j'ai quelques souvenirs d'officiers de réserve, comme j'ai eu la chance de servir, d'avoir créé avec quelques camarades un centre d'instruction pour apprendre à lire et à écrire ceux qui ne le savaient pas. Car j'étais dans une région et sur une base dont les fameux contingents de la 12, de la 2 et de la 4, c'est-à-dire ceux qui étaient les moins concernés par la vie scolaire, donc ils pouvaient partir au milieu de l'année, en février, en décembre, en avril, jusqu'à 22 ou 23% de personnes qui entraient sur la base aérienne d'abord dans le Cher, ne savaient pas lire ou écrire, ni ou les deux. Eh bien, ces jeunes ont appris à lire et à écrire, à goûter, ils ont passé le permis de conduire, ils ont découvert une activité professionnelle qui leur a plu ou pas, mais dans le discernement d'un jeune de 18 ans, c'est important de savoir ce qu'il n'aime pas, pour ne pas perdre son temps ailleurs. Et au fond, on apprenait tout ça avec ce service. Et je pense que cet apprentissage, à la fois de la vie collective, le temps du service, le sentiment d'appartenir à une communauté, le fait d'apprendre les derniers fondamentaux sans lesquels la vie sociale est extrêmement difficile, et bien tout ça, l'armée l'a fourni à des générations d'appelés. Aujourd'hui, le corps social, pas l'armée seulement, le corps social, doit le fournir à nos jeunes. Et comme président de communauté de la génération, je suis parfaitement prêt, on a commencé à y réfléchir d'ailleurs, à accueillir 2 ou 3 ou 4 jeunes garçons ou filles qui, dans le cadre de leur service national, viendraient découvrir ce que c'est que le service de la nation, qui peut être militaire, dans le cadre du besoin des armées, mais il y a 700 000 jeunes qui arrivent tous les ans. À l'âge adulte, l'armée ne pourra pas et n'a pas besoin d'en accueillir 700 000. En revanche, les douanes en ont besoin, la police en a besoin, les écoles en ont besoin, les collectivités locales en ont besoin, les tribunaux en ont besoin, les ministères en ont besoin, les gendarmes en ont besoin, quelques entreprises, quelques associations en ont besoin, des ambassades en ont besoin. Il y a plein de besoins, partout. Parce qu'on se rend compte que les machines ne font pas tout, et que vous n'allez pas indéfiniment confier la sécurité des ministères, des fan zones du championnat d'Europe de football à des sociétés privées. Il faut engager ce mouvement. Mais il faut leur dire à ces jeunes, vous aurez une qualification professionnelle. Vous apprendrez les derniers fondamentaux qui vous manquent, sans lesquels l'accès à l'autonomie n'est pas possible ou beaucoup plus compliqué. Et vous apprendrez des choses humaines, pas des compétences, que probablement vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'apprendre par la suite. Ça coûte de l'argent, je sais. Mais j'ai rendu un rapport avec mon collègue socialiste Nico il y a 1 an et demi maintenant sur la mobilité sociale des jeunes. Est-ce que vous avez en tête que la France dépense pour la tranche d'âge 16-25 ans 85 milliards d'euros par an? Vous entendez bien? Tout compris. Hein. Éducation nationale, formation professionnelle, alternance, apprentissage, casse sociale, subventions, politique publique, RSA, etc. 85 milliards d'euros par an. Pour un nombre de décrocheurs scolaires qui ne baisse pas, pour une qualité d'éducation qui ne s'accroît pas, pour un chômage des jeunes qui est un des plus massifs d'Europe, pour une politique d'alternance et d'apprentissage qui est en panne, il y a un niveau d'acquisition, de possibilité d'acquérir des connaissances de manière autonome qui est en baisse. Est-ce qu'on va accepter que ça reste en l'état longtemps? Alors nous on dort bien parce que ça nous coûte qu'à nos impôts. Enfin, quand vous êtes concerné, quand vous êtes dans cette tranche d'âge, que vous n'êtes pas spécialement instruit, pas spécialement diplômé, pas spécialement bien lu, pas spécialement reconnu, avec peu d'opportunités, comment voulez-vous développer un sentiment d'appartenance à la communauté française? Il faut être un héros. C'est facile de demander aux autres d'être des héros. Comme dit La Rochefoucauld, on a toujours suffisamment de vertu pour supporter les maux d'autrui. Enfin, il y a un moment, c'est surhumain, donc il ne faut pas les mettre en situation d'échec dès le départ. C'est pour ça que je propose ce rétablissement, toujours dans le sens de la constitution de la communauté nationale. Il y a encore un peu de micro, décidément. Ce sera le gimmick de la soirée. Voilà, ça va mieux comme ça. Au fond, on entend enfin.
Donc je recommence depuis le début. C'est ça que... Ok. Ils sont très sympas au fond. Il y a d'autres choses dans le projet, quand vous le récupérerez tout à l'heure, vous verrez, il y a une dimension sur le partage de richesses. Il y a des choses qui portent sur la politique culturelle locale, enfin vous verrez. Un mot de l'islam, pour terminer sur la communauté nationale. Nous sommes en face d'une question extrêmement difficile. Parce qu'on a laissé filer ça avec le temps. Parce que de renoncement en renoncement, y compris la droite française, n'a jamais voulu combattre réellement cette espèce de rêve complètement fou d'une société multiculturelle, qui est un projet de gauche. C'est contraire à l'idée même de nation quand on y pense 2 secondes. Et puis, parce que nous avons également, collectivement, raté un certain nombre de marches. La première, c'est que nous sommes dans une société qui ne comprend plus ce que c'est que la religion et ce que c'est que le fait religieux. On ne peut pas imaginer que des personnes, quelles qu'elles soient, puissent placer un idéal spirituel au-dessus de toute autre forme de considération. C'est pour beaucoup de personnes et de responsables politiques ce truc un mystère. Et c'est un mystère comme la folie est un mystère, comme l'aveuglement est un mystère, comme la contradiction est un mystère, enfin c'est un mystère comme ça. C'est pas un mystère à l'égard duquel on aurait de la révérence, encore si c'était ça, ça irait. Mais non, ils ne comprennent pas. Ils ont très peur, par ailleurs, que le fait religieux déborde dans l'espace public. Le problème de la laïcité à la française, c'est que c'est même plus laïque. C'est du militantisme anti-religieux, dans sa version actuelle en tout cas. Et puis troisièmement, nous avons été à l'égard de l'islam, je pense, d'une faiblesse extrêmement coupable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'islam radical est dangereux, oui. C'est une menace objective sur la sécurité de notre pays, mais c'est une menace quotidienne, non moins objective, pour de nombreux fonctionnaires de la santé publique, de nombreux agents des services des collectivités locales qui sont les services de logement ou d'aide sociale, qui se font agresser tous les jours, des cantinières, des directeurs d'école, à cause du menu des cantines, et ainsi de suite. Alors je vais vous le dire très clairement, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui veut croire que Allah est grand et que Mahomet est son prophète, qui respecte le jeûne, qui fait l'aumône, qui fait le Hajj, son pèlerinage, 1 fois par an dans sa vie, et qui prie 5 fois par jour en se tournant vers la Mecque. Ça ne me dérange pas. Ça m'interroge sur ma responsabilité de chrétien. C'est autre chose, socialement, politiquement, ça ne me dérange pas. Ça commence à me déranger quand, au nom de cela, on déborde brutalement dans l'espace public et qu'on commence à revendiquer des choses qui ne sont pas, ni dans nos traditions, ni dans notre mode de vie, ni dans notre façon d'envisager les relations sociales. Parce qu'il va bien falloir un jour poser clairement un certain nombre de questions. Pas aux musulmans. J'ai rien contre les musulmans. Je le redis, à l'islam. Le problème, c'est que l'islam, c'est tout le monde et personne. L'avantage chez les chrétiens, c'est qu'on a souvent un interlocuteur, il y a un patron. Il y a quelqu'un qui dit, voilà comment il faut lire les textes, comment il faut les comprendre, comment il faut essayer de les vivre. Dans l'islam sunnite, ça n'existe pas. Ça existe dans l'islam chiite. Les musulmans français sont sunnites à 98%, il n'y a quasiment pas de chiites en France. Donc il n'y a pas de chef spirituel, il n'y a pas d'autorité intellectuelle qui emporterait par son discours une interprétation définitive de tel ou tel passage de l'écriture sacrée ou de la vie du prophète. Alors j'ai posé plusieurs fois la question à un certain nombre d'entre eux. Nous sommes un pays de liberté, c'est écrit sur le fronton de nos mairies. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on est libre d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, quand on en a une, d'en changer, et éventuellement, quand on en change, de quitter la vôtre pour en embrasser une autre?
Parce que dans le sens inverse, en général, ça pose peu de problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que vous êtes prêt à le garantir dans la manière dont vous entrez en relation avec vos frères de religion quand vous êtes dans la mosquée? L'égalité est inscrite au fronton de mairie. Est-ce que vous êtes d'accord pour considérer que l'homme et la femme ont toute part égale dans la vie de la famille, dans les droits de succession, dans la vie de la cité, dans les responsabilités sociales? Est-ce que vous êtes d'accord pour considérer que la polygamie ne peut pas être un mode de vie occidental? La fraternité est inscrite au fronton de nos mairies. Est-ce que vous êtes d'accord pour considérer que le devoir de solidarité que dit la fraternité s'étend au-delà de la communauté des croyants? Et que même quand on n'est pas croyant, on doit bénéficier de la fraternité républicaine. Elle n'a pas besoin d'être républicaine, ça suffit de la fraternité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La France est une république laïque, c'est dans sa constitution. Est-ce que vous êtes d'accord pour considérer que le pouvoir religieux et le pouvoir temporel sont séparés? Et qu'en aucun cas, le pouvoir religieux peut dominer le pouvoir politique? Je pourrais continuer une liste de questions longue. Mais vous comprenez bien que si on commence à interroger, encore une fois par les musulmans, l'islam, alors je ne sais pas à qui je pose la question quand je pose ces questions-là, on se rend compte rapidement qu'il y a un problème réel de compatibilité de principe entre la philosophie sociale fondatrice, ou plutôt qui découle des textes sacrés musulmans, et la vie possible en société en France. Et le paradoxe, c'est que quand vous dites ça à des musulmans, ils vous disent « mais moi je m'adapte » et ils l'ont fait. Les musulmans de la génération d'avant, d'une certaine façon, pour que les choses se passent bien, ils ont renoncé à telle ou telle partie de leur pratique religieuse quand ça posait problème. Et d'ailleurs, toutes les religions prévoient ça, y compris d'ailleurs le Coran, qui est le premier à dire, quand vous ne pouvez pas faire autrement, faites comme vous pouvez. Ça devient une affaire de conscience. Les chrétiens prévoient ça très bien, en fait, toutes les religions prévoient ça. Et le problème, c'est que nous avons tellement considéré qu'il n'y avait pas de problème de principe entre l'affirmation d'une pratique de l'islam qui déborde et qui se fait de manière agressive parfois. On a refusé de critiquer ça au bout, je ne sais pas quoi, la discrimination, le racisme, des trucs à la loi, que maintenant nous sommes en face d'un problème qui est extrêmement difficile à traiter. Mais mesdames et messieurs, je vous le dis, ce problème, nous ne le traiterons pas d'abord en attendant que ça se passe. Parce que ça ne se passera pas. Deuxièmement, je ne crois pas qu'il y ait 6 millions de musulmans en France, il doit être peut-être 1 million de pratiquants. Ça fait quand même beaucoup. On ne va pas les parquer, on ne va pas les expulser, on ne va pas les emprisonner, on ne va pas les convertir au marteau ou à la hache. Donc il va bien falloir qu'on discute. Et qu'on leur dise clairement, ça la France l'accepte, ça la France ne l'accepte pas. Et on leur dira par exemple, c'est ma conviction de philosophe, de croyant, de citoyen et de législateur. Il doit y avoir pour chaque croyant la possibilité de conditions dignes d'exercice de son culte et de sa foi. Un pays qui n'accepte pas qu'on procure ces conditions ne peut pas être considéré comme un pays complètement respectueux des personnes et des convictions. Deuxièmement, il y a des lois en France. Il y a notamment une loi qui oblige un établissement religieux à être adossé à une association cultuelle. Vieille loi, 1907. Vous voulez un lieu de culte et de pratique cultuelle? Très bien. Vous vous adossez à une association. Et cette association va prendre quelques engagements. Dans cette notion, on ne prêche pas en français. On ne prêche pas en langue étrangère, pardon, on prêche en français. On peut prier dans une langue étrangère. La prière, c'est autre chose. Vous comprenez bien qu'on ne va pas demander aux associations cultuelles de prier qu'en français, parce que sinon, ça va mécontenter quelques personnes, y compris d'ailleurs dans cette salle. Moi le premier.
En revanche, on peut parfaitement exiger, parce que c'est la demande de la France, que les prêches soient faits en français. Ça veut dire que ça pose la question de savoir qui sont les imams qui prêchent. Ça veut dire qu'on pose la question de savoir comment on peut s'assurer qu'ils sont francophones. Donc ça veut dire qu'on peut s'assurer de savoir où ils ont été formés. Peut-être même qu'on peut avoir contribué à leur formation, comme on le fait à l'université de Strasbourg, sans que visiblement ça provoque de révolutions particulières. Bon, la France est en droit d'interdire tout recours à un financement étranger. Et de vérifier. Et de faire en sorte que l'association culturelle qui porte cette mosquée n'ait pas de ressources qui proviennent de l'étranger. Et si elle déroge, eh bien, ma foi, on condamne les responsables de l'association. Et d'autres dispositions de cette nature peuvent être prises, doivent être prises. Je ne dis pas que ça règle tout. Je suis parfaitement conscient du problème. Je dis simplement que si nous n'engageons pas une mécanique de discussion avec les musulmans, si nous ne nous plaçons pas dans une mécanique d'engagement réciproque, si l'État n'est pas en situation de faire tenir ses engagements et de prendre des sanctions à l'égard des contrevenants, alors, mesdames et messieurs, je vous le dis, nous serons débordés par ce phénomène. Nous le sommes déjà un peu, d'ailleurs, par endroits. Et je vais vous raconter quelque chose. J'ai passé toute mon adolescence, 15 ans de ma vie, dans les banlieues nord de Paris, dans les HLM. À Villeneuve-la-Garenne, si vous voyez où c'est à Villeneuve-la-Garenne. Si vous ne voyez pas où c'est entre Clichy, Saint-Ouen, Gennevilliers, Saint-Denis, enfin un port de pêche tout à fait plaisant. Surtout l'été. J'avais dans ma cage d'escalier 3 populations. D'abord, il y avait des CGT métallos de l'usine d'Aulnay, à l'époque où l'usine Citroën d'Aulnay comptait encore une vingtaine de milliers d'ouvriers et fabriquait des voitures à plus savoir où les mettre. La deuxième catégorie, c'était des Français du tout venant, comme on dit chez Point P. Voilà, des Français. Et la troisième, c'était des familles algériennes, parce qu'à Villeneuve-la-Garenne, je ne sais toujours pas pourquoi, il y avait une tradition d'implantation de familles qui venaient d'Algérie d'avant la guerre. Un tiers des élèves de ma classe étaient algériens. Pas français d'origine algérienne, c'était... Je vous remercie de ne pas sourire, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson d'Aznavour. C'est pas si vieux non plus, n'exagérez pas. Mais tout de même, il y a une quarantaine d'années, on ne nationalisait pas à tour de bras comme on le fait aujourd'hui. Ces enfants étaient donc algériens, c'était mes camarades de classe. 1 sur 2 d'entre eux avaient des parents qui ne parlaient pas français. J'ai vécu cette expérience qu'ont connue les cages d'escalier des cités ouvrières pendant des décennies, qui consistait à ce que, comme ça se fait dans beaucoup de villages encore aujourd'hui, moins malheureusement dans les bons ensembles, quand on manquait d'un quignon de pain, un peu de sel, de l'huile, un œuf ou un morceau de beurre, on descendait un étage, ou 2 ou 3, et puis on trouvait, on allait frapper, et puis alors après le voisin faisait le chemin dans le sens inverse pour à son tour, s'il avait besoin de quoi que ce soit, solliciter ses petits camarades. On aidait à déménager, on allait faire des travaux chez les uns, chez les autres. Enfin, il y avait quelque chose de solidaire, au fond. Et mes petits camarades algériens participaient parfaitement à ce mouvement, sans aucune espèce de difficulté. J'ai été invité je ne sais pas combien de fois à rompre le jeûne au coucher du soleil, que ce soit en hiver ou en été, chez les familles de mes camarades de classe, et je suis très tôt devenu un expert en cuisine nord-africaine, parce qu'en plus, il y avait une espèce de brassage culinaire qui disait que les Algériens faisaient de la cuisine marocaine, enfin partout, enfin tout ça était tout à fait cordial. On se mettait dessus, on se mettait sur le nez, ne vous inquiétez pas. On se traitait de sale bougnoule, sale blanc, etc. Pas de problème, mais c'était en surface. C'était d'énervement, c'était un peu comme le respect de la dignité humaine dans les regroupements sur un terrain de rugby, monsieur Pirat. Les rares exceptions qui autorisent contre l'anglais, contre les autres, contre les Irlandais et les Écossais, c'est interdit, mais contre l'anglais, c'est autorisé. La rumeur dit que la dernière fois qu'on a rencontré le Parlement anglais, on les rencontre tous les ans, l'équipe du Parlement anglais, et je dis de temps en temps, quand on me demande le résultat, au nombre d'essais, il paraît que nous avons perdu. Et personne de foi n'est là pour en attester. En revanche, à l'infirmerie, on a largement gagné
La bagarre est donc l'honneur est sauf, puisque c'est le seul résultat qui compte en définitive, quand on se bagarre contre l'anglois. Alors j'en étais où? La cage d'escalier, c'est ça. Il y avait une conviction partagée par ces adolescents qui étaient de mon âge à l'époque. C'est que la culture de référence et le mode de vie de référence, c'était le mode de vie et la culture française. Il n'y avait pas d'hésitation. Ils parlaient leur langue, pour beaucoup, ils faisaient leur cuisine, mais ils vivaient en France. Ils étaient respectueux du mode de vie français. Et jamais, aucun d'entre eux, jamais, aurait osé même penser demander à ce qu'il y ait un menu sans viande de porc à la cantine. C'était comme disait ma grand-mère à moi, pour le coup, ça aurait été mal élevé. Mal élevé pour ma grand-mère, c'était entre le péché contre l'esprit et le crime contre l'humanité. Le péché contre l'esprit, mal élevé, crime contre l'humanité. Après, ce n'était pas convenable dans les hiérarchies. Ça vous donne un peu. Hiérarchie des peines, c'est important de savoir quelle est l'hiérarchie des peines dans l'univers où on évolue. Et donc, je pense que nous avons perdu ça. Et nous l'avons perdu faute d'avoir donné les règles du jeu aux musulmans qui sont en France. Il y a un exemple historique très intéressant que je vous invite à visiter si vous avez quelques minutes. C'est lorsqu'en 1807, Napoléon Ier interroge le grand Sanhédrin. Il pose aux Juifs de France une douzaine de questions. Des questions qui sont comparables à celles que j'ai évoquées tout à l'heure, alors formulées bien sûr, avec les codes de l'époque et les principes de l'époque. Et il a demandé aux Juifs, au fond, est-ce que vous êtes d'accord pour être français ou pas? Et le grand Sanhédrin lui a répondu. Et, peu après, les Juifs ont acquis la citoyenneté française. Mais c'était des questions culturelles. Une des questions, c'était, est-ce que vous êtes d'accord avec le principe qu'un Juif épouse une femme qui n'est pas juive, et inversement? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que dans le Code civil de Napoléon, pour le coup, cette notion-là, cette réserve-là n'est pas présente, heureusement d'ailleurs. C'est allé jusque-là. Et il faut avoir le même genre de démarche, le même genre d'exigence, de clarté et d'engagement réciproque avec ces communautés, ou avec ces personnes. Et puis la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de se rappeler que là aussi nous sommes en France. Et qu'en France, le débat sur la critique de l'écriture sainte, d'abord la critique de l'écriture sainte, ça commence chez les chrétiens dans les dialogues entre Saint-Pierre et Saint-Paul, donc c'est une vieille affaire. Il y a tous les synodes, les conciles, enfin l'histoire de l'Église, jalonnés comme ça de moments dans lesquels on a débattu de la doctrine et puis on l'a arrêté à la fin du compte, sans jamais cesser le mouvement d'interprétation par ailleurs. Mais nous avons une tradition en France particulière de dispute. C'était d'ailleurs la tradition des universités, elles sont nées pour ça. Il y a en France, et dans les pays européens, de très nombreux intellectuels musulmans qui sont prêts, comme on dit, à réouvrir la porte de l'interprétation, parce que la fameuse Dar al-Ishtiyat, c'est-à-dire la porte de l'interprétation, a été fermée définitivement, il y a maintenant plus de 1000 ans, par les musulmans eux-mêmes, et on ne peut plus, même pas questionner les Écritures saintes pour savoir par ailleurs ce que ça va vouloir dire aujourd'hui, par exemple. C'est dans certains cas une question intéressante. Des intellectuels européens sont prêts à ça, des intellectuels nord-africains sont prêts à ça. La France, parce que c'est notre tradition, a le devoir de porter et de supporter un tel mouvement intellectuel d'interprétation. Si la France ne le fait pas, aucun pays au monde ne le fait. Et donc il y a cette réciprocité d'engagement, et puis il y a cette aide à apporter à redécouvrir une forme de modernité à laquelle je crois aussi beaucoup de musulmans aspirent. Si on fait tout cela, alors vous verrez le partage de la richesse, un certain nombre d'autres choses dans le projet que vous récupérerez tout à l'heure. Si on fait tout cela et que nous ne sommes pas protégés par un État fort, ça ne servira à rien. C'est le deuxième volet du projet que je présente dans le cadre de cette primaire. La force de l'État, c'est d'abord sa capacité à se défendre. Je vais aller vite sur ce sujet parce qu'il est connu. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons encore aujourd'hui là
4e, 5e, 6e armée du monde, ça dépend comment on compte, si on compte en effectif humain, alors c'est beaucoup plus loin que ça. Mais nous avons l'arme nucléaire, et ça, nous sommes quand même pas très nombreux au monde à en disposer. Ça nous place dans les pays les plus puissants du monde sous ce rapport. Mais au moment où nous parlons, le Charles de Gaulle est en train de revenir en catimini de l'Est du bassin méditerranéen. Il va rentrer à Fulcal pour aller entre 12 et 18 mois, on ne sait pas très bien. Et donc, pendant 12 ou 18 mois, nous n'aurons plus de force de projection, ne serait-ce que pour aller défendre nos intérêts. Ne serait-ce que pour ça. Les Australiens viennent d'acheter des sous-marins de la direction des chantiers navals. 2. L'argument des Australiens est tout à fait sympathique. Il consiste à dire 1. Messieurs les Français, vous avez vocation à rester une puissance militaire dans l'océan Pacifique. Et 2. Nous ne sommes pas tout à fait certains que si le jour où les Chinois nous chercheront des noises, les Américains nous défendront. Donc il reste vous les Français, comme vous n'êtes pas loin, on achète vos sous-marins. Quand vous savez que nous avons à Papeete une frégate pour couvrir 8 millions de kilomètres carrés de l'océan Pacifique, heureusement qu'ils n'ont pas dit ça en souriant, parce qu'on aurait pu croire qu'ils se moquaient. Je vous passe les matériels, les équipements, etc. Enfin, on sait. Avec mon ami Meunier, nous avons d'ailleurs, enfin surtout les membres de la commission de la défense, on a pesté contre la cession de fabricants d'armement français à des entreprises étrangères, contre le fait que maintenant il n'y a plus une cartouche et plus un fusil qui est fabriqué en France pour nos militaires et qu'on l'achète, comme on dit, sur l'étagère dans des pays étrangers, aux Chinois, assez souvent. Ce qui pose la question de savoir ce qu'on fait quand on n'en a plus et que les Chinois ne veulent pas nous en vendre. Parce qu'il y a aussi ça. Si vous l'achetez à l'étranger, que le gars oublie d'en fabriquer ou qu'il va, non, finalement, aujourd'hui, non. Je parle de la défense, enfin, des soldats qui sont si vous voulez savoir comment ça se passe, demandez à certains des régiments qui étaient engagés en Afghanistan, ils ont connu cette situation, ils vous raconteront. C'est pas une hypothèse, ça existe. Donc le fait de recouvrer nos moyens de défense, à la hauteur de ce qui nous attend sur la scène internationale, à la hauteur des risques, à la hauteur de la protection de nos intérêts. Nous sommes, je ne sais jamais si c'est la première ou la deuxième, peu importe, mais nous sommes un très grand pays, une très grande puissance maritime. Très grande puissance maritime, si l'enjeu est la superficie de nos eaux territoriales. On ne les exploite pas, on ne les protège pas, et on n'en fait pas un enjeu stratégique, mais parce qu'on n'a pas de bateau, et on n'a pas de marins. C'est plus difficile, hein,